Comme la pandémie COVID-19 évolue rapidement, les circonstances ont peut-être changé depuis l'enregistrement de cette entrevue et ne reflètent pas nécessairement la situation présente. Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada. Je suis votre animatrice, Alex Maheu. Dans cette émission de l'Institut canadien d'information sur la santé, nous allons analyser les systèmes de santé du Canada avec des experts qualifiés. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur les politiques et les systèmes de santé et sur le travail effectué pour favoriser la santé des Canadiens. Aujourd'hui, nous allons aux premières lignes de la COVID-19. L'ICIS a publié de nombreux rapports sur les travers de la santé durant la pandémie qui démontrent les risques quotidiens auxquels ils font face. Les statistiques démontrent qu'il y a eu près de 92 000 cas et plus de 42 décès auprès des travailleurs de la santé. Même si ces nombres ont diminué dernièrement, ces travailleurs continuent de s'exposer à des risques à chaque jour. Aujourd'hui, nous en parlons avec Suzy Durocher-Hendrix, infirmière depuis 39 ans, qui a aussi été professeure en soins aigus et critiques à l'Université de Moncton au campus d'Edmonton. Nous en discutons aussi avec Dr Abdo Chaba, urgentologue et spécialiste de la santé publique dans la région de Montréal, qui fait également la navette au nord de la province. Dr Chaba enseigne aussi à l'Université de Montréal. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Institut canadien d'information sur la santé. Allons-y. Bonjour Suzy et Abdo, merci de nous avoir joints au balado aujourd'hui. Bonjour. Un plaisir. Abdo, j'aimerais commencer avec vous, réalisant que c'est peut-être une grosse première question, mais pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu la dernière année, commençant avec la panique de la première vague et les prochaines vagues qui ont suivi? Les premiers moments étaient des moments un peu d'incrédulité. On ne croyait pas à ce que ça allait se passer. Par la suite, une fois que ça s'est passé, c'était très difficile d'avoir des réponses et comme clinicien, on aime ça quand que les choses sont bien cernées, sont bien cadrées, on arrive à avoir le bon portrait, on est capable de faire de bons diagnostics. Et là, c'était extrêmement complexe. Donc, c'était quelque chose de plus difficile au début et au fur et à mesure qu'il y avait de l'information qui était partagée, l'information évoluait. Donc, au début, on avait des critères, les critères évoluaient au niveau diagnostic et au niveau des interventions, il y avait plusieurs interventions thérapeutiques qui étaient suggérées, plusieurs étaient contestées. Pour certaines interventions, on avait ce qu'il fallait. Pour d'autres, les traitements n'étaient pas disponibles ou accessibles. Et on est toujours soucieux de donner les meilleurs traitements basés sur les évidences. Et là, il n'y avait pas d'évidence. C'était une période un peu plus difficile même au niveau professionnel, mais il fallait être là et il fallait être au devoir. Donc, on fait de notre mieux. C'est vraiment ce que mes collègues et moi avons fait. On savait qu'on n'était pas les seuls. Donc, c'était à la fois que c'était un peu difficile, mais à la fois aussi on se sentait comme faisant partie de la même famille au niveau international. On était tous affectés. Mm-hmm. Suzy, votre histoire est quand même remarquable. Au mois d'août 2020, vous avez pris votre retraite en enseignement d'infirmière pour vous relancer complètement comme infirmière aux soins intensifs durant le pire des ravages au Nouveau-Brunswick dans votre région. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de retourner et comment ont été vos derniers mois? Ma retraite était prévue depuis un certain temps. Je savais que j'arrêtais l'enseignement après 23 ans de la science infirmière au mois d'août. Mais personnellement, je n'étais pas prête à complètement prendre ma retraite parce que je crois que je suis encore jeune. J'ai encore beaucoup d'énergie. J'avais peur aussi de m'ennuyer à la maison. Et le fait aussi que tous nos plans, moi et mon conjoint, étaient complètement défaits par ce qui survenait dans le monde. Donc, j'ai commencé aux soins intensifs à l'automne. Et puis, tranquillement, on avait très peu de cas. Tout était vraiment très, très bien contrôlé, en général au Nouveau-Brunswick, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Mm-hmm. Les derniers mois ont été, en plus de m'adapter à un environnement de travail qui est différent que d'être en salle de classe ou en réunion, être avec mes étudiants, etc. Je me suis adaptée à devenir une infirmière de chevet âgée. Si je me compare à mes jeunes collègues, dont la majorité ont été mes étudiants. Par contre, quand nos cas de COVID ont commencé à être hospitalisés, parce que nous, c'est un hôpital régional, mais sur une distance d'environ 100 quelques kilomètres vers l'est et
250 kilomètres vers le sud, il n'y a pas d'autre hôpital vraiment régional. Donc, on reçoit beaucoup de gens de la région du Québec, le Témiscouata, et évidemment toute cette région ici. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié de la part de ma gestionnaire, de la part de la direction des soins infirmiers, c'est qu'il y avait beaucoup de choses en place déjà au cas où il y avait des simulations d'admission dans le sens, OK, on a une personne qui arrive et on avait des chambres désignées d'intubation, ventilation, d'autres chambres plus isolées dans un coin où nos patients COVID pouvaient être. Donc, on était prêts. La chose à laquelle on ne peut pas se préparer, c'est vraiment le vivre. Il fallait constamment, pas vraiment défaire, mais modifier ces plans-là. Ce que j'ai trouvé très surprenant, c'est qu'avec toutes mes années d'expérience, c'est que cette maladie-là ne se comporte pas du tout comme tout ce que j'ai connu dans le passé quand on regarde l'insuffisance ou la détresse respiratoire. Donc, j'ai trouvé l'impact physique exigeant, psychologique aussi. Ce qui était difficile aussi, c'est que le contexte était sans relâche. Sans relâche. Il n'y a pas une journée qui était meilleure qu'une autre sur une longue période de temps, sur au moins 2 mois de façon constante. Ce qui était difficile aussi, c'est le manque de personnel. On sait qu'on a une pénurie infirmière pan-canadienne qui est très, très sévère. Et là, on l'a ressenti encore plus. C'est vraiment remarquable le travail que vous avez tous les deux fait. L'hôpital d'aujourd'hui n'est plus l'hôpital d'il y avait 1 an et demi. Et un des défis qu'on avait en début de pandémie, c'était on avait des protocoles, mais on n'avait pas d'équipement. On avait des protocoles d'équipement, mais les espaces n'étaient pas encore réaménagés. Il y a eu quand même une transformation extrêmement importante dans notre système. Et je pense que dans toute transition, toute transformation, il y a des bons côtés parce que là, on peut parler des éléments plus négatifs au niveau de la fatigue, au niveau de l'impact psychologique, mais il y a eu une grande volonté, beaucoup d'entraide. Les gens se sont soutenus. La place de la santé publique a été reconnue dans ces mesures d'urgence et comme jamais auparavant. Mm-hmm. Les deux, vous avez mentionné le besoin d'adapter et de changer souvent. Abdo, tu viens de mentionner les protocoles et la structure ont changé, mais au-delà des précautions auxquelles nous sommes maintenant habitués, parlons de masques, la distanciation, comment est-ce que vos rôles ont changé depuis le début de la pandémie? Et Suzy, peut-être, est-ce que c'était différent de ce que tu t'attendais? Oui, parce que, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que il y avait dans le milieu, puis en fait, dans toute la province, une certaine naïveté. Et ça nous a frappé de plein fouet. Par contre, moi, je crois qu'on était prêts parce que justement, les choses avaient été mises en place, les critères étaient clairs, la ligne de conduite était aussi très claire. On a un gouvernement provincial qui a donné des directives très claires, à la fois à la population et aux intervenants en santé. Je ne pensais pas dans ma carrière d'infirmière vivre quelque chose comme ça. Je suis reconnaissante d'avoir vécu ça parce que j'ai appris plein de choses, j'ai vu des choses. Et il y a des choses que j'apprécie beaucoup plus aujourd'hui. Abdo, j'aimerais vous demander, je sais que vous êtes urgentologue à Montréal et aussi vous faites la navette au nord de la province au Québec. Comment est-ce que vos expériences ont été et comment est-ce que votre rôle a peut-être changé dans ces 2 endroits durant la pandémie? L'histoire que je vais raconter est complètement à l'opposé de ce qui vient d'être décrit par Suzy, parce que nous, on a vécu la première vague d'une manière très intense. En fait, au Québec, on avait des très hauts taux de mortalité, de morbidité. On voyait ce qui se passait ailleurs, en France, en Espagne, et on se disait, ça n'arrivera pas ici. Avant même que la demande soit effectuée, j'avais proposé d'aller vers moi vraiment je voyais qu'il y avait des impacts au niveau des foyers pour personnes âgées. Je m'étais moi-même offert et j'avais déjà réservé mes semaines, 2 semaines à travailler dans les CHSLD où là j'étais dans des unités COVID et là je voyais comment des milieux de vie devaient être transformés en milieux de soins et c'était extrêmement difficile à voir, le manque de contact avec les familles, la difficulté de pouvoir offrir des soins avec une pénurie de personnel.
de 2 à 3 infirmières par étage. On avait une infirmière aux 3 étages. Donc, il y avait vraiment des manquements qui étaient là. Donc, ça a été vécu d'une manière, comme clinicien, ça a été vécu comme une manière difficile. Ça me rappelait, même, c'était des périodes plus difficiles que certains déploiements que j'avais faits. Par exemple, quand j'ai été pour le choléra en Haïti, après le tremblement de terre, on avait plus de réassurance par rapport à notre impact parce que on savait qu'on était en mesure de faire la différence. Il y avait un traitement qui était là. On avait des interventions qui étaient prouvées, tandis que là, il y avait rien qui se pointait à l'horizon. Vous avez tous les deux vécu des expériences vraiment difficiles qui sont vraiment dures à imaginer. Nous savons aussi très bien qu'il y avait des troubles d'épuisement, même avant la COVID, auprès des travailleurs de la santé. Nous savons que c'est encore empiré durant les derniers 15 mois. Est-ce que vous avez ressenti ça vous-même ou est-ce que vous en avez été témoin? Je peux peut-être commencer. Nous, au Québec, on a vécu plusieurs réformes successives. Et la pandémie, avec son arrivée, a simplement accentué cette fatigue-là qui était auprès de collègues. À peine on se sentait un peu plus à l'aise dans nos structures après de nombreuses années de changement, que là, la pandémie venait nous frapper, venait tester les structures, venait de tester aussi la coordination, la collaboration. Évidemment, dans une période de pandémie, les gens sont plus à l'écoute. On est tous unis contre cette maladie. Donc, c'est plus facile au niveau de la communication, au niveau de l'adhésion des gens pour la collaboration. Par contre, les structures n'étaient pas déjà consolidées et la fatigue était déjà palpable. Donc, de mes collègues, il y en a plusieurs qui sont partis à la retraite, de ceux qui ça faisait longtemps qu'ils pensaient, puis qu'ils étaient à 1 ou 2 ans de prendre cette retraite-là. Donc, il y a eu des départs. Il y a aussi un choix de carrière, c'est-à-dire de ne pas s'impliquer dans les soins aigus ou de demeurer dans les soins aigus et de s'impliquer. Moi, de ce que j'ai perçu, c'est que cette fatigue-là a pesé sur le dos de l'ensemble des travailleurs de la santé, mais on se rendait compte de plus en plus du rôle critique des travailleurs sur le terrain. Et je vous dirais que la fatigue, elle est aujourd'hui toujours palpable. Les pénuries au niveau du personnel, on les voit dans beaucoup de salles d'urgence que je connais, dans lesquelles je travaille aussi. Et il faut vraiment faire attention par rapport à la santé de collègues avec qui on travaille. Il faut vraiment essayer de soutenir tous les gens qui ont contribué durant les dernières vagues pour qu'on puisse maintenir les services au niveau du système de santé. Si je peux ajouter, j'ai trouvé difficile aussi de communiquer la compassion, la présence authentique avec les personnes parce qu'il faut s'imaginer que lorsqu'on est habillé, de la tête aux pieds, visière, masque, N95, jaquette, 2 paires de gants tout le temps, pour l'infirmière ou n'importe quel intervenant, communiquer la compassion, l'empathie par un sourire, par une expression faciale, mais tout ça disparaît. Tout ce qui reste, ou presque, c'est ce qu'on voit dans les yeux et ce qu'on dit, la façon dont on le dit. Nous, la seule façon qu'on pouvait, parce que les visites étaient complètement interdites pendant longtemps, aux soins intensifs, des personnes sont mortes seules, des familles n'ont pas pu être présentes et partager les derniers moments. Dans toutes les circonstances, l'infirmière était la personne entre la famille et le patient inconscient. Mais qui, moi, je disais toujours aux familles, on peut vous entendre, dites ce que vous avez à dire, parlez de tout et de rien, de n'importe quoi. C'est comme si vous aviez une conversation régulière avec votre mère ou avec votre frère. Alors, j'essayais d'encourager ça le plus possible par l'entremise d'un iPad et FaceTime. Suzy, votre réponse me mène à la prochaine question. Quel a été votre plus gros défi à vous deux au niveau personnel et professionnel durant la COVID? De mon côté, je dirais que le défi principalement au niveau professionnel, c'était vraiment la nouveauté, cet inconnu qu'on avait à vivre pas pendant des jours, mais pendant des semaines et des mois. Et au niveau personnel, c'est beaucoup plus l'isolement et la séparation. Moi, de mon côté, aussitôt que la pandémie a commencé, je me suis isolé de la famille, d'un nouvel endroit pour vivre et je ne voulais pas transmettre. Je pouvais être à risque dans mon milieu et de ramener ça par exemple, auprès de mes parents. C'était quelque chose qui était inconcevable pour moi. Moi aussi, c'est très similaire. Personnellement, ce que j'ai trouvé difficile, c'est l'isolement de ma famille. Parce que ma famille est au Québec et en Ontario.
ma fille qui est infirmière, puis en fait qui travaille dans les communautés du Nord au Québec. J'ai deux autres filles ici au Nouveau-Brunswick, une chance. Par contre, le Nouveau-Brunswick était séparé en zones jaune, orange ou rouge, et donc c'est arrivé assez régulièrement que je ne pouvais pas aller voir mes filles. Mes filles ne pouvaient pas venir me voir non plus, ou nous voir, moi et mon conjoint. Alors, on vivait dans notre petit milieu assez isolé. À cette période-ci de ma vie professionnelle, j'ai trouvé que j'ai pu contribuer. C'est la seule façon que je peux le dire. Et puis, je crois que ça m'a aidé à survivre tout ça d'une certaine façon, parce que moi, je n'ai jamais eu peur de contracter le virus. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, si je respecte les règles, si je fais ce que j'ai à faire, je vais me protéger. Vous m'amenez ma prochaine question. C'est par rapport au vaccin, un sujet qui donne peut-être un peu plus d'espoir que mes dernières questions. Mais nous savons aussi que les efforts de vaccination ont augmenté dans les derniers mois, ce qui a aussi contribué à la diminution des cas. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de partager si vous avez été vacciné? Et si oui, est-ce que vous vous sentez plus protégé? Je me sens plus protégée parce que j'ai eu une certaine immunisation. Maintenant, beaucoup de recherches doivent se poursuivre au sujet du vaccin. J'ai confiance dans le vaccin que j'ai reçu. J'ai encouragé beaucoup de personnes à le recevoir. J'ai souvent dit que c'était une responsabilité sociale et humaine de se faire vacciner. Autour de moi, les gens sont extrêmement heureux, je veux dire, au niveau de la vaccination. Au niveau de mon entourage, il y a quelques sceptiques. Évidemment, ça fait partie un peu c'est un choix individuel, mais comme ça a été souligné par Suzy, c'est un choix collectif aussi, mais toutes les stratégies de santé publique sont importantes, incluant la vaccination. Donc, je pense que c'est quelque chose de très bien, tel que Suzy le soulignait, que au niveau de la vaccination, il y a une crainte comme quoi que les gens vont se laisser un peu aller. Et je pense que c'est inévitable avec autant de contraintes que la population a eu qu'il va avoir un espèce de retour. Bon, est-ce que le retour va être en force ou ça va être un retour avec précaution ou on va vouloir d'y aller lentement? Mais on doit être vigilant. Je suis certaine, Suzy, tu nous as déjà mentionné, te parler que les travailleurs de la santé opèrent sur l'adrénaline depuis quelque temps. Qu'est-ce que tous les deux vous pensez que les effets seront sur la santé mentale pour vous et vos collègues? Et qu'est-ce que vous pensez que nous avons peut-être appris pour un meilleur futur? C'est une bonne question. Je crois que l'impact sur la santé mentale a été énorme et continue à l'être. Moi, j'ai eu des périodes très difficiles. Surtout à la fin de relais où je me demandais qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui va arriver. Je pensais aux gens, là, je pensais à ces personnes-là qui étaient profondément affectées, leur famille. J'ai souvent pleuré seule. J'ai trouvé que c'était une épreuve humaine très difficile à surmonter, mais de nos côtés, j'ai vu le meilleur des humains aussi. La leçon à retenir de ça, et Abdul l'a mentionné tantôt, la santé, c'est international. Il faut cesser de penser que qu'est-ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Il faut, je pense, à mon avis, comme personne sur cette terre, être beaucoup plus altruiste. Et comme on l'a vu avec le partage de la technologie du vaccin, être moins compétitif entre nous, entre nations. Abdo, qu'est-ce que tu penses qu'on a appris pour un meilleur futur? Moi, je pense que ça a amené une reconnaissance par rapport à la vulnérabilité des personnes âgées. Malheureusement, on savait, mais il n'y avait pas eu d'action qui avait été prise ici, du moins au Québec, par rapport à cette population-là. Et là, de plus en plus, on est conscient et il y a une transformation qui s'impose au niveau du système. Les gens sont derrière une telle transformation. Ils veulent que ça le soit et qu'on ne revive plus la même chose. Il y a une crainte d'aller vivre dans les CHSLD. Les gens ne veulent plus donc avoir accès à ces ressources-là. Donc, il faut retransformer le système de santé, du moins pour les personnes âgées. On voit dans la réorganisation aussi, au niveau de la vie des gens, il y a un étalement au niveau urbain. Les gens sont un peu plus en périphérie, ils veulent avoir un mode de vie parce qu'il y a aujourd'hui, on permet le télétravail. Et ça aussi, c'est une transformation qu'on attendait depuis longtemps, mais qui semble être de plus en plus claire. Les gens ne vont plus travailler de la même manière. Puis au niveau directement sur le terrain,
quand on parle de télétravail, on parle des soins virtuels. Et les soins virtuels, il y a eu tellement une adhésion à ces soins-là que c'est difficile aujourd'hui d'envisager que ça va disparaître. Au contraire, je pense que ça va se renforcer, mais ça va s'intégrer au niveau de la transformation, au niveau du système. Donc, on n'a pas fini d'en parler de la pandémie. Je pense que ça va être un sujet des prochaines années et de l'impact que ça va avoir auprès des populations un peu partout dans le monde. C'est certainement à suivre. Abdo, Suzy, merci énormément à vous deux pour votre sacrifice, votre ténacité et votre chaleur. C'était vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Revenez-nous bientôt car nous continuerons à présenter des points de vue intéressants et à décortiquer les sujets liés à la santé qui vous intéressent. Pour en savoir plus sur l'ICIS, visitez notre site web icis.ca. Si vous avez apprécié notre discussion d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre balado, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été produit par Jonathan Kuline avec l'aide d'Amy Chen, Marissa Duncan, Shraddha Sankey et Ramon Sayep. Ici Alex Maheu, merci de suivre le balado d'information sur la santé au Canada. À la prochaine!